bonjour. D'abord, je remercie Rémi Casanova de m'avoir convié à une participation à ce colloque qui s'appelle donc Figure inspirante pour l'éducation, une série de colloques. Le titre de ma communication, c'était Jigoro Kano, une figure inspirante pour l'éducation. En fait, initialement, j'hésitais entre ce titre et un second titre qui a été plus pédagogie et humanisme. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? C'est pour inscrire un petit peu dans la lignée des grands pédagogues, Jigoro Kano, au niveau de Socrate. Voilà, digne successeur de Socrate. Alors, Socrate étant considéré comme le père de la pédagogie, en plus d'être l'un des créateurs de la philosophie morale. Ça me semblait intéressant de faire coïncider ces deux personnages, dans le sens où la pédagogie, on peut retenir, c'est entendu comme une discipline qui nous informe sur la manière dont une société se définit pardon, et envisage son avenir économique, social et politique. Pédagogie, donc Paidos, hein, en grec, enfant, et Gogia, mener, conduire, élever. Et donc, comment on peut mener alors initialement un enfant au savoir. Au terme d'enfant, je substitue celui de sujet ou d'individu. Voilà. Donc, pour me convaincre, ça je suis intimement convaincu, mais il y a un livre qui est sorti en 2008, me semble-t-il, aux éditions Faber, dans une collection qui est dirigée par Jean Housseil, alors professeur émérite en sciences de l'éducation à l'université de Rouen, directeur de cette publication, donc de cette collection, pardon, les grands pédagogues du monde entier. Et ce livre est entièrement consacré à Kano Jigoro, judo, mais pardon, excusez-moi, méthode et pédagogie. Donc je pense qu'en cela, déjà, ça suffit de placer, enfin, ça permet de placer Kano au rang de pédagogue presque hors pair pour avoir ce titre qui lui est entièrement dédié. C'est indéniable que le travail de Kano, enfin, l'élaboration du judo, le place forcément dans une dynamique comment dire, d'éducation, de transmission, de pédagogie. Alors, est-ce que c'est une figure inspirante pour l'éducation? Euh, la question que je me suis posée, c'est quelle est la valeur ajoutée, en fait, au niveau des actions éducatives que j'ai pu mener? Et sans conteste, je vais casser le suspense. Oui, pour moi, c'est une figure inspirante. Et j'essaierai de développer tout à l'heure les différents projets que j'ai menés à ce sujet en utilisant le judo et plus particulièrement bon, le code moral. Alors, dans ce colloque, dans cette présentation du colloque, j'ai vu qu'il y avait deux des maximes du judo, donc Seryoku Zenyo, et donc le meilleur emploi de l'énergie ou l'utilisation maximum de l'énergie, utilisation rationnelle de l'énergie, première des maximes, et la deuxième, Jita Kyoe, qui signifie entraide et prospérité mutuelle. Alors, il faut savoir que ce sont deux des piliers fondateurs de la discipline, le troisième étant Junori, l'adaptation. Voilà, avec ces trois piliers, on a une définition sommaire du judo. Maintenant, je vais prendre une définition du judo à travers une des nombreuses conférences que Kano Jigoro a pu donner hein, lorsqu'il a élaboré sa discipline. Alors, ça va être un petit peu redondant, mais je vais prendre quelques citations de lui pour comprendre que déjà le judo dans sa forme originelle, il ne se résume pas pardon, à son seul versant sportif, à savoir que on peut définir le kogi judo, donc le judo originel, le kyogi judo, le judo sportif, et le kage judo, le judo de l'ombre. Ce sont trois facettes différentes de cette discipline. Et dans son intention première, il souligne bien l'étude du principe, dans toute sa généralité, est plus importante que la simple pratique du combat. Le judo est un art et une science. Et un peu plus loin dans cette même conférence, il dit « Rien n'a plus d'importance que l'éducation. L'enseignement d'un seul homme sage peut atteindre des multitudes et le savoir d'une génération peut profiter à 100 autres. » Donc, si on s'attarde un petit peu à sa pensée première, rappelons au passage que Kano Jigoro, lorsqu'il a fondé le judo, était âgé de 21 ans. Donc, c'est déjà assez particulier quand même. C'est ainsi qu'en 1882, là je le cite, j'ai fondé moi-même une école que j'ai appelée Kodokan, qui signifie une école pour étudier la manière. La manière, le sens réel du mot manière étant la conception de la vie. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser lorsqu'on s'attache à l'image qui est renvoyée actuellement, enfin actuellement depuis longtemps d'ailleurs du judo, il ne s'attache pas qu'au versant sportif. Euh, Sa vie durant, on va dire, l'essence même, la substantifique moelle de son projet, c'était bien de présenter le judo comme un principe universel,
mais surtout qui répondait à une triple éducation, à la fois spirituelle, intellectuelle et technique, évidemment. Alors, il s'est interrogé de la manière suivante: y a-t-il un principe qui s'applique pardon, réellement à tous les cas? Oui, il y en a un, c'est le principe de l'efficacité maximale dans l'usage de l'esprit et du corps. Donc, on voit qu'il y a une recherche de complétude esprit-corps constante dans la pensée de Kano. Il ne dissocie pas ces deux entités, si je puis dire, et je pense que ça va se retrouver au niveau des grades, j'en parlerai tout à l'heure, avec l'expression Shingitai. Shingitai, donc l'esprit, le corps, l'esprit, pardon, la technique et le corps, qui sont les trois valeurs indissociables d'un grade attribué en judo. Et ça rappelle une locution latine de Juvénal, hein, mens sana in corpore sano, d'accord, un esprit sain dans un corps sain, ce qu'un équipementier sportif a repris à sa manière en substituant le mot mens, qui veut dire esprit en grec ancien, euh, par le mot anima, l'âme. Donc anima sana in corpore sano, hein, ça donne asix. Voilà. Et donc, je trouvais ça intéressant de se dire que dès le départ, il y a bien cette recherche. Le judo sportif, l'aspect technique n'est qu'une des facettes du judo. D'où cette histoire d'apprentissage. Comment je pourrais exprimer ça? Le Shūhari. Shūhari, il y a eu tout un dossier qui a été consacré à ce concept, hein, qui divise l'apprentissage en trois grandes étapes. Une première étape où l'élève va être passif, on va dire, et où il va mémoriser et imiter des mouvements. Une seconde étape, le Ha, où il va explorer, en fait, essayer de faire sa propre forme de judo, ce qu'il en comprend. Et le Ri, l'étape finale, qui pourrait être l'étape finale, qui serait l'accession à une certaine forme de maîtrise, d'expertise, voire plus tard, pour ceux qui s'intéressent évidemment, de retransmettre, donc de revenir aux bases, ce pourquoi et comment on a été formé grâce à ces bases, même si dans le processus d'apprentissage, on a l'impression qu'on s'en sépare, à un moment donné, on y revient forcément. Voilà, bon, ça mériterait un plus ample développement, hein, ce concept de Shuari. Je vais reprendre il y a eu un dossier dans un magazine qui s'appelle Yashima récemment, je crois que c'est le dernier numéro, me semble-t-il. Il y a eu des propos de Yves Cadeau, intéressants sur le sujet, et je crois que c'est l'un des témoins ou le témoin premier de ce colloque. Je vais reprendre exactement ce qu'ils l'ont dit. Aussi, Shuari n'est-il pas à comprendre comme un processus uniquement individuel, mais comme les étapes d'un cycle qui serait Shu-Ari-Shu, où l'expérience individuelle, les étapes personnelles d'évolution viennent nourrir les générations en devenir. Donc, on a vraiment bien cette idée-là. Et je trouve que d'une certaine manière, si je reviens sur Jean Housseil, hein, le directeur de la collection que j'ai cité tout à l'heure, il a une conception de la pédagogique comme étant l'espace compris entre les trois semaines d'un triangle. Ce triangle étant constitué par, évidemment, l'enseignant, l'étudiant, donc l'apprenant, le savoir, et donc il y a éduquer, enseigner, apprendre. Et dans cet espace formé par ces trois triangles, on va dire, la conception de tout acte pédagogique. Voilà, donc je referme cette parenthèse pour revenir sur l'objectif du judo selon son fondateur. Alors, ce qui est intéressant, une fois de plus, je vais le citer, hein. C'est seulement en suivant fidèlement le principe de l'efficacité maximum, c'est-à-dire le judo, que nous pouvons pardon, obtenir ce résultat d'accroître raisonnablement notre savoir et notre puissance intellectuelle. Donc, ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que le judo, ce n'est pas simplement le versant sportif qu'on voit à travers les médias, mais qu'il y a bien quelque chose derrière tout ça. Il y a des fondements, des sous-bassements, à la fois philosophiques, spirituels. Et en fait, c'est ce qui m'a intéressé, moi, dans ma pratique personnelle d'enseignant, enfin de pratiquant d'abord, d'enseignant ensuite, et après, on va dire modestement, de chercheur universitaire avec des interventions, euh, notamment pour travailler sur les phénomènes de violence, de conflit, et comment on pouvait travailler avec cet outil, parce que je considère que le judo est un outil globalement, hein. Alors moi, j'emploie souvent le terme de judo total, pour bien comprendre que le judo, bah, c'est aussi ça peut être un judo verbal, c'est une attitude, ce n'est pas simplement ce qu'on en voit sur un tatami. Voilà. Alors, pardon, naissance du judo. Le but final du judo, je recite à nouveau Kano, est donc d'inculquer à l'homme une attitude de respect pour le principe de l'efficacité maxima et du bien-être et de la prospérité mutuelle et de la conduire à observer ces principes. De le conduire, donc, tout individu à observer ces deux principes de base, hein, qui sont les piliers, les sous-bassements même de la discipline. Alors, en ce qui me concerne, puisqu'on parle de figure inspirante, ce qui m'a intéressé, c'est de travailler sur un des aspects du judo,
très répandu, qui s'appelle le code moral. Alors, sachant que le code moral n'est pas le code moral tel qu'on le connaît dans tous les dojos de France, qu'on voit affiché, c'est pas l'œuvre de Kano. Kano, lui, bon, évidemment, il a travaillé sur le code, sur le Bushido. À la base, c'est le Bushido, donc ce qui pourrait être considéré comme, on va dire, un code d'honneur du samouraï. Je rappelle au passage que samouraï veut dire serviteur, hein. On voit l'image du guerrier médiéval au Japon, mais c'est avant tout un serviteur au service de la société. Bon, bref. Donc, partant du principe du Bushido, dont les principales vertus sont d'origine confucéenne, hein. On a la loyauté, la générosité, etc. Bon, il y a eu un travail de fait en premier lieu par Jean-Lucien Jazarin au niveau fédéral. Là, je m'attache à la Fédération française de judo, hein, qui était à ce moment-là président d'une commission qui s'appelait le CNCN, le Collège national des ceintures noires. Donc, en s'appuyant et en s'inspirant des travaux de Nitobe Isano, qui a écrit le livre Le Bushido, l'âme du Japon, et il en a fait une version un peu plus, entre guillemets, «édulcorée», mais à destination prioritairement des ceintures noires au départ, donc ce fameux code moral des ceintures noires. Maintenant, ça ne s'intéressait, pardon, qu'aux adultes. Il a fallu attendre quelques années pour que 2 enseignants et responsables fédéraux de la région PACA s'intéressent à cette histoire de code moral pour en faire une version plus adaptée aux débutants, en l'occurrence aux enfants et aux jeunes, puisque ça constitue à peu près 80 des pratiquants de la fédération française de judo. Et donc est né le code moral que l'on voit affiché un petit peu partout, qui contient 8 valeurs principales. Alors la politesse, le courage, l'amitié, le contrôle de soi, la modestie, l'honneur, la sincérité, le respect. Ces 8 valeurs-là, donc moi j'ai souvent employé ce terme-là, pour moi c'était un code mural plus qu'un code moral. À savoir qu'il ne suffisait pas de le mettre, sur un mur, donc un code mural, pour que ça prenne du sens. Donc je me suis intéressé à cet aspect-là, dans la mesure où, je pense que le judo, dès le départ, avait vocation à s'affranchir des murs du judo. C'est-à-dire, je vais essayer de m'expliquer, tout ce qui se passe à l'intérieur d'un point de vue technique et autres, n'a de sens que parce qu'on va le transférer à l'extérieur. L'idée de Kano, c'était bien de modifier l'individu pour qu'il soit utile à la société, et donc c'était modifier d'une certaine manière, la façon de voir le monde. C'était une façon de voir le monde. Alors ces valeurs-là, je me suis dit: «Tiens, 8 valeurs, ça peut être intéressant», puisqu'une saison sportive se découpe en 10 mois, comme une année scolaire, hein. On peut prendre un premier mois pour lancer un projet et puis étudier chacune des valeurs, une par mois, donc sur 8 mois, ce qui nous laisse un 10e mois pour faire un retour, on va dire évaluatif ou un retour, juste un retour sur cette expérience. Donc ça m'a amené dans un premier temps, je commence à me perdre dans les dates, mais je crois que c'était aux alentours des années 2004-2005, à proposer, comme support de réflexion, le dessin. Alors le dessin parce que les enfants, surtout les plus petits, c'est plus facile d'exprimer des choses, par le dessin que par l'écriture. Donc voilà, pour faire simple, une valeur par mois, mais la consigne principale était que chaque dessin devait être divisé en 2 sur une feuille, format A4, on va dire, papier canson. Par exemple, si je prends une des valeurs, au hasard, l'amitié, la première partie de la feuille, c'est l'amitié au dojo et la deuxième partie, c'est l'amitié dans la vie. Pour essayer de voir un petit peu comment, un enfant pouvait interpréter ces mots qui sont il y a des mots qui sont assez «simples» entre guillemets à comprendre, mais par exemple, dessiner l'honneur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus évident. Cela étant dit, ça a été un projet qui a été mené donc durant une saison sportive et qui s'est achevé par une exposition des dessins, une espèce de, on va dire, de concours de dessin. C'était pas réellement un concours, mais pour que les plus beaux dessins, finissent par orner, la salle dans laquelle je m'entraînais, donc le dojo, hein, tous les mots sont importants, le dojo, le lieu où on étudie la voix, hein, sachant que judo, c'est la voie de la souplesse, mais do, ça ne signifie pas que voix, ça signifie également principe. Voilà. L'année suivante, je me suis dit que l'expérience pouvait être intéressante de changer de support et de passer, de glisser donc du dessin à l'écriture. Avec comme consigne principale de laisser les enfants libres du choix de l'écriture. Ça pouvait être un texte, une ligne, un poème, et cetera. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour l'orthographe, hein, je ferai une retranscription verbatim, voilà. C'est pas la forme qui m'intéressait, mais plus le fond. Donc là, j'ai mené ce second projet l'année suivante. Bon, je le signale tout de suite, en fait, que ça a été c'est devenu, pardon, un projet quinquennal.
Donc, le premier livre, parce que c'était un petit peu l'objectif, hein, c'était sur le même principe, hein, 10 mois d'une saison, une valeur par mois. C'était aussi que l'enfant, quand il rentre chez lui, bah, il sort du dojo et il dit: «Tiens, c'est marrant, le professeur de judo, là, il m'a proposé de réfléchir à ça», et qu'il y a un échange, pardon, entre différentes générations, entre les parents et les enfants, qui disent: «Tiens, pourquoi on te demande de t'interroger sur le contrôle de soi, sur l'amitié?» et cetera. Ça a donné un petit bouquin que j'avais intitulé «Du sabre à la plume», et comme sous-titre, paroles, pardon, excusez-moi, «Paroles d'enfant autour du code moral du judo». Alors, il faudrait que je retrouve ce petit livre. C'est une expérience pédagogique assez intéressante. Je l'avais fait préfacer par quelqu'un que Rémi Casanova connaît très bien, donc Jacques Pain, professeur émérite des sciences de l'éducation. Comme préface, il avait choisi le titre «Du judo comme conduite». Et là, je prends juste un extrait de cette préface. «Le do est la voie morale en japonais et le ju, la souplesse, la virtuosité. Une voie de la souplesse à assumer aujourd'hui plus que jamais à partir de ce code de conduite du genre humain. Pas seulement en salle, à l'entraînement, mais dans sa famille, à l'école, dans la rue. C'est une voie difficile, mais elle forme à vivre aujourd'hui. Nous avons le devoir et le droit d'être à la hauteur de nous-mêmes. Ne l'oubliez jamais.» Et il avait terminé sa préface par une célèbre formule qu'il utilisait souvent: «Musho toku», donc sans but ni esprit de profit. Voilà. Donc ce projet, pardon, ce premier livre, ça a donné lieu à une réception. Bon, je vais aller assez vite, hein, en mairie au mois de juin, donc à la fin de ce projet, une fois le bouquin finalisé. Et chaque enfant, chaque participant, en plus d'avoir son nom dans le livre, dans la liste des auteurs, s'est vu remettre un exemplaire du livre et 2 autres éléments, une parure de stylo et un katana, un véritable katana. Alors, évidemment, en présence des parents, et cetera, mais pour des questions de sécurité, hein. Mais l'idée, c'était bien du sabre à la plume, de comprendre que le judo, bah, ça permettait d'avoir un travail physique, bien sûr, issu d'une tradition ancestrale, japonaise, et cetera. D'où le katana, objet symbolique du samouraï, mais aussi la plume. Voilà, d'essayer de rentrer dans cette complétude toujours du corps et de l'esprit, de l'intellect et du physique. Suite à cela, l'année suivante, j'ai proposé, sur le même modèle toujours, hein, une réflexion, mais cette fois à destination des adultes pratiquants et des parents, à savoir réfléchir donc sur ce code moral. Mais en plus, il y avait une question qui s'adressait elle plus aux pratiquants, c'est: quel sens vous donnez à votre pratique? Alors je m'explique, c'est parfois on a des élèves, hein, qui font un parcours de vie au niveau du judo avec un professeur pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais en fait ils se sont jamais intéressés, pour la plupart: qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu viens t'entraîner 2, 3 fois par semaine depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans? Et donc l'idée, c'était d'essayer de voir quel sens ils donnaient à la pratique. Une fois de plus, c'était de les amener, c'est pas tant les réponses qui étaient intéressantes, mais c'était les amener à se questionner, à la fois sur le code moral et à la fois sur quel sens tu donnes à ta pratique. Pourquoi tu fais ça depuis des années? Parce que bon, pour le néophyte, on peut voir le judo simplement comme une discipline de combat violente, voilà. Donc je ne vais pas non plus, ça demanderait tout un colloque, ça, de parler des fondements du judo, et de sa pratique éducative. Donc c'est pareil, là j'ai essayé de faire le lien entre les propos des enfants la saison précédente et les propos des pratiquants et des parents. Essayer de mêler un petit peu tout ça. Comme c'est un projet qui s'est avéré être un projet quinquennal, j'ai continué avec le mode de l'écriture la saison suivante, en proposant de réfléchir sur une notion centrale, hein, qui est présente dans le code moral, mais qui revient dans la bouche de beaucoup de gens, c'est le respect. Et le respect, c'est quoi? Le respect, pour moi en tout cas, c'est accueillir l'autre. Et c'est de se dire: qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette notion de respect, d'autant plus au niveau des arts martiaux et du judo en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, le respect, pour vous? Donc là, il y avait plusieurs possibilités. Ils pouvaient dessiner, ils pouvaient écrire, ils pouvaient même travailler avec des photos. Ce que j'ai utilisé aussi par la suite, c'était de se dire toujours comment dire, de mener une réflexion à partir de ce code moral, hein, qui est affiché dans le dojo. C'est de se dire, voilà, on se met devant et on dit: qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Donc là, vous avez la possibilité de l'écrire, de laisser une trace. Le passage par l'écriture me semblait être intéressant parce que ça laisse une trace. Voilà. Donc ça a été assez intéressant parce que j'ai associé à cette réflexion des étudiants de l'université de Nanterre et par la suite des étudiants de l'université privée ILEPS à Cergy-Pontoise, donc des étudiants qui sont en STAPS.
et puis d'autres qui étaient en licence professionnelle, développement social, médiation par le sport. C'était de dire: «Bah, tiens, puisque vous, vous pratiquez, de façon ponctuelle, vous découvrez le judo ou un autre art martial, peu importe, à la limite, hein». C'était de se dire, voilà: «Qu'est-ce que ça veut dire le respect pour vous?» Voilà, donc de toutes ces facettes-là, en fait, j'ai continué à m'interroger et je me suis dit qu'il serait bien, c'était de revenir à la pratique, heu, après avoir être passé, pardon, par cette phase, d'interrogation sur le code moral. C'était de se dire: «Tiens, pourquoi pas, proposer aux parents qui ne sont pas pratiquants de venir pratiquer?» C'est-à-dire, l'idée, c'était une fois par mois, l'opération s'était nommée Judo Famille, de proposer aux parents, gratuitement évidemment, avec des prêts de judo-gi, hein, le vêtement du judo, de venir pratiquer avec leurs enfants. Alors, l'intention qui était derrière tout ça, c'était de se dire, hem, que on va inverser le processus d'éducation, de transmission. C'est les enfants, ce sont vos enfants qui vont vous apprendre ce qu'eux ont appris. Voilà, c'était une espèce d'échange qui a été, c'est une opération qui s'est tenue, je crois de mémoire, 5 saisons de suite, hein. Ça a tenu 5 ans. Il y a même des parents qui sont venus s'inscrire au judo, par la suite, mais c'était pas le but. Le but étant de se dire: «Voilà, on fait partie de la même famille». Judoka, le ka, c'est la maison, c'est la famille. On dit: «C'est le pratiquant de judo», le judoka, le karatéka, l'aïkidoka. La signification de ka, c'est ça, c'est famille, maison. On fait partie de la même maison et dans cette maison, il y a les fondations qui ont été posées par Kano avec, pas seulement l'aspect technique, je me répète, hein, mais aussi tout l'aspect philosophique et spirituel. Voilà, donc tous ces projets ont été menés et puis quelques années après, ils ont été menés avec bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Quelques années après, je me suis dit: «On va retravailler sur on va repasser par l'écriture pour travailler un concept clé du judo, c'est le salut». Parce que le salut, c'est accueillir l'autre. Voilà. C'est se dire, bon, c'est bien beau de dire, tu rentres dans un dojo, tu salues, avant de monter sur un tatami, puis au moment du salut, d'introduction de la séance, on va saluer le fondateur, puis on salue le professeur, puis après on va saluer le partenaire et j'avais été contacté par la ville de, bon, bah, de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, puisque j'y ai enseigné pendant plus de 30 ans, qui met pardon, excusez-moi, parce que j'ai des petites allergies. Heu qui mettait en place, une charte éducative au niveau municipal et donc j'ai intégré ce projet-là, pardon, le salut comme premier pas vers la citoyenneté, c'est-à-dire, c'était le titre du livre, je considérais le salut comme une pierre angulaire de la citoyenneté, hein, la 1re des pierres et là, c'est pareil, c'était d'amener les gens à se dire, «Pourquoi on salue au judo, mais quelle est son importance?» Donc à mettre en lien avec le respect, avec la politesse de base, avec le côté humain, on rencontre l'autre, et cetera et donc là, c'est pareil, pour cet ultime projet, on va dire, j'avais associé non seulement des étudiants, mais des pratiquants d'autres disciplines. Alors, il y avait la lutte contact, la boxe française et puis toute une classe de CM2 parce qu'il se trouvait que parmi mes élèves, j'avais un professeur des écoles et il était intéressé par le projet. Alors, ses élèves à lui ont travaillé sur le dessin, mais c'était, bon, c'était assez, le résultat était assez intéressant et de se dire: «Voilà, qu'est-ce qui se passe, dans cette discipline qu'est le judo avec tous ces rituels?» Si Qu'est-ce qui se passe en termes de modification de l'individu, dans sa façon de penser les choses et cetera? Voilà. Bon, je vais un petit peu vite, pour en arriver en fait à non pas même pas une conclusion, mais je vais lire en fait j'avais écrit un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle Traité de judo, sur Amazon, hein, je le dis au passage, où j'ai essayé de faire un tour d'horizon du judo par le texte et par l'image, à savoir, pas simplement les techniques, alors toutes les techniques qui sont répertoriées, mais aussi tout ce que les gens ont pu oublier de l'aspect, spirituel du judo et des intentions premières de Kado qui était pour moi, non seulement une figure inspirante pour le monde éducatif, mais je pense même, au risque, ça n'engage que moi, je pense même que le judo est un système éducatif à part entière, en fait. C'est un courant pédagogique et c'est aussi un système éducatif à part entière. Alors, en 4e de couverture, voilà ce qui était écrit sur le petit bouquin que j'ai produit: «Comprendre le judo et se saisir au fil des saisons de la vie», parce qu'on évolue, hein, «de son incroyable richesse, tant du point de vue technique, physique et spirituel». Alors, telle est la modeste ambition qui était la mienne, hein, à travers les quelques mots et images qui retracent l'évolution de la voie de la souplesse à travers les époques. Évolution qui n'échappe pas à la contingence historique et géographique, à la fois utile et nécessaire, un double processus. J'ouvre une parenthèse, ça c'est pas écrit en 4e de couve.
je pense que si Jigoro Kano se réveillait, je ne suis pas sûr qu'il soit fier de ce qu'est devenu le judo. Je m'entends. Alors, à la fois, son travail a apporté à travers le monde, il y a des millions de pratiquants, hein, c'est une des disciplines les plus connues, mais je ne suis pas sûr que de ne s'attacher qu'au versant sportif, c'était pas son intention. Voilà, et je pense qu'il serait un peu déçu, mais ça n'engage que moi. Je considère le judo comme une école de vie. En fait, là, pour plagier le titre d'un bouquin de Jean-Lucien Jazarin, que j'ai cité tout à l'heure, qui était à l'époque président du Collège des ceintures noires de France, son livre s'appelait Judo, école de vie. Et il s'agit bien de ça, c'est une école de vie. C'est à la fois un principe universel pardon, qui est applicable, mais c'est aussi une méthode pour arriver à appliquer ce principe. C'est vraiment un outil qui dépasse le seul versant sportif. Alors, euh, pour conclure, pour s'en convaincre en fait, puisque là on est un petit peu sur le versant de en quoi Jigoro Kano pourrait être une figure inspirante pour l'éducation. Donc, si on parle du système scolaire, je sais qu'il y a Bruno Robs qui a dû faire une intervention sur les ceintures de comportement. Voilà, se dire que. Alors, je précise quand même que les ceintures, l'évolution des ceintures en judo, ce n'est pas le fait de Kano, c'est Kawashi Mikedozuke, donc, qui est considéré comme le père du judo français, qui n'a pas été un élève direct de Jigoro Kano, mais qui évidemment était dans des émulations, hein. C'est lui qui a mis en place le système de progression par couleur de grade jaune, orange, vert, etc. C'est important à comprendre. Maintenant, je crois que c'est à Fernand Houry, enfin, c'est pas je crois, que l'on doit l'introduction de ces ceintures de comportement avec fondateur, donc avec Aïda Vasquez, de la pédagogie institutionnelle. Et donc, je trouve que là, c'est vraiment une preuve de l'utilisation possible de ce que les gens peuvent appeler un art martial, une discipline de combat, enfin, bref, du judo, de cette création de Kano dans le système éducatif. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce système de grades, sachant que le grade, je l'ai dit tout à l'heure, ça représente trois valeurs, Shingitai, donc l'esprit, la technique, le corps. Et il y a une progression. Le judo est indissociable de la notion de progrès. Souvent, je disais à mes élèves, là je vais parler à titre personnel évidemment, quand tu commences le judo, c'est pour la vie, en fait. Ce qui évidemment, ils ne comprennent pas, puisque la plupart des pratiquants ne voient que le Graal et se disent, voilà, ceinture noire, et j'arrête. Sauf que c'est le début, en fait, de l'apprentissage. Il faut du temps pour le comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a la méthode Kaizen au Japon, c'est l'amélioration continue. On est dans cette idée-là, on rentre sur une voie, mais on progresse toute sa vie. D'où cette division d'apprentissage. Tout à l'heure, j'ai parlé de Shu-Hari, où cette ultime phase, Yves Cadeau le dit, hein, Shu-Hari, Shu, ça serait plutôt un cycle, où on revient aux bases premières, voilà, en termes de compréhension. Autre possibilité de se dire, tiens, bah, est-ce que le judo, ça a vraiment une valeur éducative? Parce que ça, on l'entend un petit peu de partout. Je rappelle juste pour information, je crois que c'est en 2013 que l'UNESCO, hein, l'Organisation des Nations Unies pour la culture, l'éducation, la science, a déclaré que le judo était le premier sport éducatif pour les jeunes et les enfants. Voilà, donc c'est quand même une sacrée reconnaissance, pardon. Donc 2013, plus de 130 ans après la création du judo par Kano Jigoro, de voir que l'UNESCO considère que c'est à part entière un système éducatif. Voilà.